Merci de nous rejoindre sur Africa Today. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Mais avant, les titres. Depuis mercredi 12 octobre 2016, les députés et les cadres parlementaires sont en séminaire à Conakry. Initié par l'Assemblée parlementaire, la francophonie, l'objectif de cette formation est axé sur la communication parlementaire et les technologies de l'information. Un document réalisé sur l'excision a été présenté ce jeudi à la presse. Le motif de ce film est de ressortir les méfaits de cette pratique auxquels les jeunes filles sont souvent exposées. La Thaïlande pleure son roi, le souverain est mort à 88 ans, il était vénéré, il règne depuis 70 ans sous le royaume. Son fils, le prince héritier, le succédera. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Un meilleur régime juridique des établissements pénitentiaires et le statut particulier du personnel de l'administration pénitentiaire préoccupe de plus en plus le ministre de la Justice. Un conseil ordinaire des ministres ce jeudi présidé par le chef de l'État, Maître Cheikh Sako a soumis pour examen des projets de décret relatifs au régime pénitentiaire en Guinée. Daouda Mohamed Kamara. C'est un rapport qui fait suite aux remarques et observations des ministres lors d'un conseil interministériel. Pour le ministre de la Justice, garde des Sceaux, le respect des droits humains dans un état de droit requiert des réformes profondes de l'administration judiciaire en général et de l'administration pénitentiaire en particulier. Et pour y arriver, un cadre institutionnel, législatif et réglementaire approprié s'avère nécessaire. La question du régime juridique des établissements pénitentiaires est liée à celle du statut du personnel. Il n'existait aucun statut de ce personnel, ni aucun régime juridique des établissements pénitentiaires, d'où la nécessité de remédier à cette situation pour assurer davantage le respect des droits des détenus en prenant en compte les spécificités liées aux personnes vulnérables, les femmes, les enfants et les étrangers. Les maisons carcérales devenues pour beaucoup des centres de détention arbitraires, pour le ministre des tutelles, cet état de fait est puni par les dispositions découlant du Code de procédure pénale et des conventions internationales. Le ministre a précisé qu'au plan de l'organisation et du fonctionnement des établissements pénitentiaires, il est prescrit la tenue de registres appropriés, de dossiers individuels, de comptes rendus périodiques ou événementiels, en tout cas la tenue à jour de toute information concernant l'établissement et ses locataires. La discipline et la sécurité font l'objet de mesures de renforcement dans les établissements pénitentiaires, tenant compte à la fois de la nécessité de police intérieure et du respect des droits de l'homme. La violation des dispositions sécuritaires est punie, mais leur observation récompensée. L'employabilité des détenus est organisée tout en aménageant le régime juridique et l'éventuelle rémunération. Les relations des établissements pénitentiaires avec l'extérieur sont réglementées, notamment les visites et les contrôles, ainsi que les conditions de réception des correspondances et des colis. Clairement perçu pourtant depuis 1984, l'application de l'arrêté portant attribution et organisation de la Direction nationale de l'administration pénitentiaire reste toujours confrontée à l'épineuse question des statuts. Le ministre a soutenu qu'il est indispensable de doter ce corps d'un statut afin de mieux définir le régime particulier de ces différents corps, les droits, les devoirs, l'organisation hiérarchique, la discipline et la carrière du personnel, de mieux réglementer le port d'armes individuelles de poing et les circonstances qui l'autorisent et de permettre la dotation en infrastructures et en ressources. Pour être dans l'esprit du respect des droits humains, il ressort qu'il faille établir un cadre innovateur d'hygiène, notamment en matière de soins médicaux, l'enseignement et la formation professionnelle en milieu carcéral. Des députés et cadres parlementaires suivent depuis ce mercredi 12 octobre un séminaire atelier à Conakry. Cette formation de 2 jours initiée par l'Assemblée parlementaire de la francophonie est axée sur la communication parlementaire et des technologies de l'information et de la communication. Elle est exécutée par le programme Noria avec le financement de l'Organisation internationale de la francophonie. Compte rendu Abdallah Baldé. La directrice du programme Noria, Madame Myriel Eza, s'adressant aux élus du peuple, a expliqué tout d'abord la place et le rôle de l'Assemblée nationale guinéenne au sein de la famille parlementaire de la francophonie. Organisation créée depuis 1967 et regroupant 83 parlements membres et observateurs à travers le monde. Madame Myriel est revenue ensuite sur les sujets de la formation qui portent sur l'intégration et l'usage des nouvelles technologies et la communication institutionnelle
pour vous proposer le thème du jour qui est communication parlementaire et technologie de l'information et de la communication. Cet échange d'expériences que nous espérons riche vise à identifier les éléments essentiels de mise en œuvre d'une stratégie de communication. Pour le président de l'Assemblée nationale et président de séance, l'honorable Claude Korikondiano est revenu, lui, sur les enjeux et les conditions ainsi que les moyens et impacts de la communication parlementaire, notamment institutionnelle. Il vise aussi et surtout la communication des parlementaires eux-mêmes, sans compter les nouvelles technologies de la communication et l'usage des réseaux sociaux dans l'espace politique. J'exhorte les séminaristes à s'approprier le contenu de communication, ce qui ne peut être possible que si vous êtes assidus et si vous participez activement au débat. Au total, une vingtaine de pays francophones ont bénéficié de cet appui dans des domaines divers. Il s'agit entre autres de l'équipement et la modernisation des services, la formation des cadres et techniciens, la création des sites internet, la constitution de fonds documentaires et les voyages d'études. Comment valoriser et accroître les revenus issus de l'exploitation des minéraux négligés en Guinée? Les acteurs évoluant dans ce secteur étaient en conclave autour de cette question pendant 2 jours à Conakry. Et les participants accordent une importance capitale à ce programme des États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique. Mamadou Alpha. Le programme des Nations Unies pour le développement et l'Union européenne décident finalement d'accompagner l'exploitation des matériaux et minéraux à faible valeur pour enfin booster le développement économique des pays miniers dans le monde. Et pour expérimenter ce projet, 6 pays du groupe des États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique sont retenus, dont la Guinée. La valorisation de ce secteur produira des résultats considérables sur les revenus des populations et surtout chez les artisans miniers. Quand vous prenez le granit, vous prenez le sable, vous prenez d'autres tels que le sel et autres, ce sont là des types de minéraux qui sont extrêmement développés dans notre pays et que les populations exploitent au quotidien. Mais vu la faible valeur de ces minéraux-là, il n'y a pas beaucoup d'importance qui soit accordée au secteur. Donc là, nous nous rendons compte de plus en plus à travers les matériaux de construction et à travers donc l'importance que de plus en plus les acteurs comme l'Union africaine, l'Union européenne et la Banque mondiale sont en train d'accorder à ce secteur-là, que de plus en plus la crise que le pays est en train de connaître dans le domaine des grandes extractions va peut-être trouver sa solution au niveau des petits exploitants miniers. Au-delà des répercussions positives sur le plan économique, ce projet favorisera aussi un renforcement des capacités des acteurs évoluant dans ce secteur. Les participants à cet atelier des consultations nationales se réjouissent déjà des résultats de cette concertation et de l'accompagnement que ces exploitants pourraient bénéficier de la part des partenaires techniques et financiers. Nous avons compris qu'à travers le développement de ce programme, que nos petits exploitants des minéraux dits négligés pourraient dans un proche avenir bénéficier d'un accompagnement technique et financier pour valoriser leurs activités afin que ces exploitants puissent sortir du cadre informel, afin que ces corporations puissent avoir une valeur ajoutée sur cette activité très pénible qu'ils mènent dans nos différentes préfectures. C'est un projet qui va accompagner ces acteurs en matière de renforcement des capacités, en matière d'équipement. Les minéraux à faible valeur sont indispensables dans la construction des infrastructures, d'où son exploitation peut avoir un impact considérable sur la durabilité du développement à la base. Des plateformes de la société civile guinéenne se sont prononcées ce jeudi sur les conclusions du dialogue politique interguinéen. À travers une déclaration, les membres de ces plateformes ont exigé le respect du contenu de ces accords par les parties prenantes, même s'ils ont des réserves. Partie prenante pendant le dialogue politique, en tant qu'observateur, la société civile guinéenne s'engage dans son rôle d'interface entre les politiques et les citoyens. Pour ce faire, elle entend mettre en branle tous les instruments juridiques pour le respect des engagements. La violation systématique de l'article 109 du Code électoral, qui dispose en son alinéa 2
aucun candidat ou liste de candidats ne doit faire campagne sous le couvert d'un parti politique ou de toute organisation gouvernementale ou non gouvernementale. Cet accord adopté en l'état priverait les citoyens de leur droit d'être électeurs et éligibles à la base, ce qui biaiserait leur participation au processus de développement local, mettant en cause la redevabilité des conseils vis-à-vis des citoyens. Cette plateforme de la société civile guinéenne exige aux partis politiques le respect des accords. Le respect scrupuleux de l'article 109 du Code électoral. 2. Que les inconvénients dans le Code électoral, notamment l'article 102, ainsi que d'autres insuffisances, soient corrigés pendant cette session budgétaire. 3. Que la CENI technique soit composée de experts électoraux nationaux, membres de la société civile, hauts fonctionnaires à la retraite sans affiliation politique. Parlant justement de ces accords politiques, certains membres de la société civile guinéenne les qualifient d'un arrangement entre les deux bords politiques. Nous dénonçons vigoureusement cet accord politique dont nous pensons qu'il était un deal politique, que ceux qui étaient les ennemis d'aujourd'hui sont devenus de très bons amis, et jusqu'à aller piétiner notre constitution, piétiner le code électoral. Nous nous insurgeons contre de telles pratiques et nous pensons qu'il faudrait que le peuple puisse prendre son destin en main en se responsabilisant, en ne faisant plus confiance aux politiques, mais plutôt en définissant ses orientations et ses propres directives. À en croire les propos de quelques membres de cette structure, les conclusions des échanges sont en déphasage avec les réalités sociopolitiques du pays. Des journalistes s'activent dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. À cet effet, un documentaire réalisé sur l'excision vient d'être présenté ce jeudi devant la presse. Le but de ce film vise à montrer les conséquences liées à cette pratique à l'endroit des jeunes filles au Marceau. La Guinée fait partie des pays qui pratiquent le plus au monde l'excision. Elle arrive en deuxième position juste après la Somalie avec un taux de prévalence de 96% d'après les statistiques de 2012. Une pratique que des journalistes entendent abolir. À travers ce film documentaire, les initiateurs dévoilent les difficultés dont font face les jeunes filles après être excisées. Je souhaite de tout cœur qu'après avoir visualisé ce film, que des actions concrètes soient prises par les acteurs concernés à tous les niveaux, car il est temps de mettre fin à cette pratique. Je suis persuadée qu'au sortir de cette salle, certaines sensibilités seront touchées. Ce film documentaire montre certains aspects de la pratique encore méconnus. Ce film intitulé Koliantoli, l'excision à l'épreuve du temps. Il a été réalisé dans un village de la préfecture de Guékédou. Une action accompagnée par le département de l'ambassade des États-Unis d'Amérique qui se réjouit du travail vu la pertinence du sujet qui paraît tabou. Je sais qu'il y a 2 ans qu'on a pris Kadiato comme visite aux États-Unis parce que ça c'est l'idée de trouver les jeunes dans tout le monde qui peuvent avoir un impact positif dans le pays. Et je vois que nous avons bien fait le choix parce que vous êtes déjà dans le processus d'aider votre pays d'avancer sur les questions qui sont assez difficiles. La représentante de la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance entend œuvrer pour la conscientisation de la population afin de bannir cette pratique au sein de la société. Il y a la communication, comme je l'ai dit. Nous passons par vos créneaux pour pouvoir conscientiser nos populations. Vous-même, vous devez quand même initier des émissions pour pouvoir sensibiliser, informer, sensibiliser les parents par rapport aux effets néfastes de la mutilation génitale féminine. Après avoir visualisé ce film axé sur les mutilations génitales féminines, des observateurs ont émis des recommandations qui consistent à tenir compte d'un certain facteur qui contribuera à la réussite de cette action. L'interruption volontaire de la grossesse, aussi appelée avortement provoqué, est un recours souvent pratiqué par les jeunes filles ou femmes enceintes. Les mineurs et beaucoup de femmes pratiquent ce phénomène en Guinée, certaines par manque de communication et d'autres par manque de soutien. Notre reporter Kadia Touba est allé à la rencontre de certaines femmes, mais aussi recueille l'avis des médecins. Suivez. L'avortement provoqué est un phénomène assez préoccupant au sein de notre société.
Des filles en majorité adolescentes interrompent en longueur de journée des grossesses. Des nouveau-nés ou des fœtus en évolution sont souvent retrouvés dans les rues de Conakry sans pour autant savoir les responsables des actes. Pour beaucoup de jeunes filles, la pratique de l'avortement s'explique par plusieurs raisons. Quand une fille arrive à tomber enceinte sans son consentement et qui ne peut vraiment pas prendre en charge cet enfant, elle est obligée de s'en débarrasser de la grossesse. L'interruption volontaire d'une grossesse peut être aussi une recommandation des médecins. Dans ce cas, la grossesse peut ne pas être désirée. Interruption volontaire, ça, comme je l'ai dit, c'est-à-dire il y a des sujets, une fois en état de famille, comme on aime le dire, et comme nous voyons des risques qui peuvent entraver l'évolution du fœtus, alors on peut passer à cette pratique qui est l'avortement volontaire. Vous comprenez, pour sauver alors la personne. Entre la puberté et la ménopause, il est très difficile de contrôler sa fécondité en permanence, surtout si on ne dispose pas d'une contraception fiable et facile à utiliser. Ainsi, une grossesse non prévue peut survenir chez n'importe quelle femme et à n'importe quel âge, précisent les experts dans le domaine sanitaire. C'est pourquoi ils préconisent une large sensibilisation des adolescentes sur les méthodes de planification. Dans l'autre cas, ça, c'est manque d'information qui fait que la personne ne connaît pas l'ampleur de l'avortement. Vous voyez. Et si la personne n'est pas du tout informée, alors elle se met à cette pratique et ça a des conséquences néfastes sur sa santé. En se livrant à l'avortement provoqué, les conséquences sont plus souvent énormes, comme l'explique cette mère de famille. L'avortement n'est pas bon. Si tu avortes, ça va beaucoup jouer sur ton col utérus. Ce que je vais dire à toutes les filles et femmes, c'est de ne jamais avorter. Outre des sensibilisations faites par les autorités, ils sont nombreux des observateurs qui estiment que des communications à outrance dans les familles et communautés pourraient bien aider les filles et femmes tentées par l'avortement. Le congrès ordinaire électif de la Confédération africaine de handball débute demain vendredi à Conakry. Et les délégations ont commencé à rallier la capitale guinéenne depuis ce mardi. En prélude aux travaux de ce 20e congrès de la crème du handball africain, le ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique a rencontré le président sortant de cette confédération ce mercredi à Sénégal. C'est ce vendredi qu'aura lieu le 20e congrès électif de la Confédération africaine de handball à Conakry. Pendant des jours, les congressistes venant des 7 zones qui composent l'instance devront choisir entre l'alternance et la continuité. Le président de la Fédération guinéenne de handball se félicite de cette confiance placée à son pays pour abriter ce congrès. Au cours de ce congrès de travail à Conakry, de ce congrès électif, il y a le changement. D'autres seront candidats, d'autres vont être réélus. C'est le congrès qui va déterminer. Nous d'abord, on est heureux du fait que la Guinée soit choisie comme le pays hôte pour pouvoir abriter ce congrès ordinaire électif de la Confédération africaine de handball. Bon, les détails, c'est aux congressistes qui, c'est pendant la salle de congrès qu'on va dévoiler. Vous, quelle est votre ambition? Vous serez candidat? Eh bien, l'essentiel est que le handball africain marche. À l'issue des travaux, si je suis candidat ou pas, vous le saurez. Est-ce que vous avez la volonté? Eh bien, un homme qui n'a pas d'ambition cesse d'être un homme. Ce congrès se tient juste après l'organisation de Challenge Trophée que la Guinée a abrité. Pour le président de la Confédération africaine de handball, son institution mettra tout en œuvre pour soutenir ce secteur sportif guinéen. Nous sommes embarqués dans le même bateau, la main dans la main, faisant en sorte, n'est-ce pas, que le handball guinéen puisse aller de l'avant. En tout cas, soyez rassurés de la disponibilité de la famille du handball africain pour que nous puissions apporter notre modeste contribution. On veut aider les pays, mais on ne veut pas aller pousser des portes hermétiquement fermées. La porte de la Guinée est entrebâillée, donc nous la poussons aisément. Parce que nous avons des hommes disponibles qui ont envie de travailler. Le ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique, Siaka Bari, félicite la Fédération guinéenne de handball pour ses efforts. Si nous savons que jeunesse rime
le plus souvent avec l'exercice du sport, vous devez être d'accord avec moi que vous visitez un pays sportif. La Guinée est un pays sportif et cela ne date pas d'aujourd'hui. S'il y a un motif de fierté aujourd'hui, un motif d'espoir, que dis-je, s'il y a un motif d'espérance aujourd'hui, c'est du côté du handball que nous commençons à avoir au bout du tunnel. Le handball est en train, comme il le dit, de faire renouer la Guinée avec l'espoir. Le handball est en train de réécrire une nouvelle page de l'histoire sportive de la Guinée. Le handball est sur un nouvel élan sur le continent. En Guinée, c'est l'une des rares disciplines où les athlètes ont apporté des trophées. L'actualité en France avec le grand oral pour les prétendants de la primaire de la droite et du centre. Ils et elles se retrouvent ce soir. On suivra notamment le face-à-face Juppé-Sarkozy, les deux favoris des sondages. Suivez. Ce sera pour eux un grand oral. Autour de la table, 7 candidats du parti Les Républicains qui vont se retrouver tous ensemble sur le même plateau pour la première fois depuis le début de la campagne. Le duel annoncé, les deux favoris des sondages, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Face à eux, Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Le Maire, François Fillon, Jean-François Copé et un 7e homme, Jean-Frédéric Poisson. Quant au scénario, il a été pensé et organisé au cordeau par les équipes de campagne et les organisateurs de la primaire. Une quinzaine de questions pour chacun des 7 candidats, 60 secondes maximum pour chaque réponse sur 2 thèmes, économique et social d'un côté, sécurité, identité, terrorisme de l'autre. Elles seront posées par 3 journalistes, parmi elles des questions des internautes. Les candidats pourront s'interpeller à condition de ne pas dépasser 30 secondes. Au total, chaque candidat pourra parler entre 15 et 17 minutes. L'audience sera un premier indicateur de l'attrait pour cette élection inédite. C'est la première fois que la droite organise une primaire. Les 2 prochains débats auront lieu les 3 et 17 novembre. Des prières, des larmes, les Thaïlandais rendent hommage au roi Bhumibol. Il s'est éteint à 88 ans ce jeudi. Il était monté sur le trône en 1946. Regardez. Il était le plus vieux monarque en exercice au monde. Le roi Bhumibol Adulyadej aura passé 70 ans sur le trône de Thaïlande. Il hérite de la couronne à la mort de son frère aîné en 1946. Il a alors 19 ans. À l'époque, on dit de la royauté thaïlandaise qu'elle a perdu de son pouvoir, de son prestige. Mais durant le tumulte des décennies qui vont suivre, entre les coups d'État militaires et les nombreux changements de Premier ministre, le roi Rama IX va incarner la seule autorité constante dans le pays. En 1973, lors des sanglantes émeutes étudiantes contre le pouvoir militaire, il appelle les généraux à démissionner et à quitter le pays. En 1992, alors que la Thaïlande est secouée par des manifestations pro-démocratiques, le roi condamne publiquement la répression militaire du gouvernement. Mais au-delà de ces interventions ponctuelles, il n'aura eu de cesse de promouvoir des projets de développement dans les campagnes les plus pauvres, ce qui a encore renforcé sa popularité. Une popularité qui ne s'est jamais démentie. Il faut dire que la famille royale thaïlandaise est protégée par une des lois de lèse-majesté les plus sévères au monde. Mais en dehors du pays, Bhumibol était accusé de protéger la dynastie féodale. Il est pourtant resté en Thaïlande un symbole d'unité, une figure tutélaire dont le culte de la personnalité avait encore été renforcé depuis le coup d'État du 22 mai 2014, un putsch réalisé justement au nom de la défense de la monarchie. Fini ce journal à tous, merci de l'attention et portez-vous bien.